Ah, si, si. Alors, nous avons le plaisir d'introduire notre collègue Louise Coscas, la fille de notre éminent collègue. Merci Louise de nous parler du rôle de l'ingénieur en chirurgie vasculaire. C'est un sujet qui va beaucoup intéresser beaucoup de monde, mais en particulier Jean-Claude Couffinal, qui parle toujours du lien entre les ingénieurs biomédicaux et les chirurgiens. Je voudrais, Essentiel. je voudrais dire un mot concernant Madame Koskas, Mademoiselle Koskas et Enrico Ascher au Frank Wyss. Euh, Louise a gagné haut la main le concours sur 300 personnes à New York, au Frank Wyss, de l'Associate Faculty Program Competition. Elle a gagné haut la main. Je vous rappelle qu'elle est Elle est maintenant très connue dans les milieux cardiovasculaires à New York et elle est aussi polytechnicienne, ce qui lui permet de nous parler aujourd'hui du rôle de l'ingénieur en chirurgie vasculaire. Merci beaucoup, Jacques, pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de parler un petit peu du rôle de l'ingénieur dans le cadre de la recherche en chirurgie vasculaire. Je vais essayer de vous présenter un peu mon parcours au sein d'une équipe assez mixte qui comporte médecins, ingénieurs et chercheurs. Un petit mot sur mon parcours quelque peu atypique. J'ai commencé mes études supérieures avec une classe préparatoire scientifique aux grandes écoles. Puis j'ai intégré une école d'ingénieur généraliste, l'école polytechnique, où je me suis notamment intéressée à la mécanique des fluides, à l'innovation, mais également à des problématiques orientées vers le monde de la santé. Cette appétence découverte un peu tardivement m'a poussée en fin de cursus d'ingénieur à envisager de reprendre des études médicales. J'ai donc, en parallèle de ma quatrième année d'école et d'un M2 d'ingénierie pour la santé, intégré la troisième année de médecine grâce à une passerelle. J'ai effectué mon externat à Paris et à l'issue de l'examen classant national, j'ai choisi l'internat de chirurgie vasculaire à Paris également. Euh, donc la chirurgie vasculaire qui était une discipline susceptible de me ramener un jour à mes premières amours mécano-fluidiques. Il y a environ 3 ans maintenant, j'ai choisi de valoriser mon bagage scientifique initial en m'inscrivant en thèse de sciences. Et j'ai alors intégré l'équipe du LIFC, le laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques, à l'ENSAM, c'est-à-dire l'École nationale supérieure d'arts et métiers. J'y travaille sous la supervision du professeur Farid Bakir, qui est ingénieur et chercheur spécialisé dans la mécanique des fluides et les machines à conversion d'énergie, et du docteur Jean-Michel Daven, qui est chirurgien vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc ce parcours un peu étrange m'amène actuellement à mener une double vie, avec apprentissage de la chirurgie le jour, ou bien la nuit parfois, et construction de bancs d'essai la nuit, ou plutôt certains jours. En cela, j'ai l'occasion de fréquenter deux microcosmes un peu différents, que sont d'un côté le monde de l'hôpital, du soin, et de l'autre celui de la recherche et de l'ingénierie. Et j'ai beaucoup de plaisir à tenter de faire dialoguer un peu ces deux mondes, qui ont énormément à s'apporter mutuellement, puisqu'en santé, nous avons une multitude de besoins, et que d'un autre côté, les ingénieurs ont les moyens d'y apporter des réponses riches et surprenantes parfois. Ce qui pêche malheureusement parfois, souvent même, c'est que nous peinons à parler le même langage. Il existe différents types d'initiatives et de formations pour tenter d'abattre un petit peu les barrières entre nous. De façon non exhaustive, on peut citer les passerelles vers les études médicales qui permettent peut-être de façon un peu semblable, notamment au modèle américain, à des étudiants de reprendre le cursus médical après avoir reçu une formation autre, qu'elle soit scientifique ou non d'ailleurs. On peut parler aussi des masters 1 et 2 d'ingénierie pour la santé, qui s'adressent souvent à des publics mixtes de médecins et d'ingénieurs et leur permettent une acculturation réciproque et une mise en commun de leurs outils respectifs. Ceci dit, il semble que ces masters restent fréquentés de façon prédominante par des ingénieurs avec une appétence pour le monde de la santé et destinés à devenir des ingénieurs biomédicaux.
On peut citer aussi certaines initiatives dans les facultés de médecine, comme le cursus médecine-sciences à Sorbonne Université, où un enseignement scientifique complémentaire au cursus médical classique permet à des étudiants en médecine d'acquérir précocement une formation scientifique plus généraliste et pouvant ouvrir sur le domaine de la recherche. Ces passerelles et ces formations transversales se sont développées ces dernières années, c'est vrai, mais elles restent des parcours relativement anecdotiques. Si bien que pour l'instant, le monde de la recherche et de l'innovation qui s'ouvre aux médecins reste bien souvent limité à ce qui se rapproche le plus de nos études médicales, c'est-à-dire la biologie. Pourtant, pour qui a la chance de maîtriser quelques bribes des différents langages de la médecine et des sciences plus dures, entre guillemets, des ponts passionnants et souvent encore peu explorés s'ouvrent. Et c'est l'un de ces ponts entre médecine et ingénierie auquel j'essaye de contribuer, notamment dans le cadre de ma thèse de sciences, que je vais essayer de vous présenter brièvement. Alors, la croissance et la rupture des anévrismes de l'aorte abdominale, je ne l'apprends à personne, sont difficiles à prévoir et à ce jour, les indications chirurgicales sont réduites à des critères de diamètre et de taux de croissance, ce qui est basé sur une approche purement statistique du risque, épidémiologique en fait, plutôt que sur une approche individualisée. Or, c'est une maladie qui résulte d'interactions complexes entre l'hémodynamique, la mécanique des parois et les phénomènes biochimiques. Et parmi ceux-ci, de façon assez paradoxale, la mécanique n'est pas la plus connue. C'est pourquoi mon travail vise à améliorer nos connaissances sur les anévrismes d'un point de vue strictement mécanique, ce qui est l'une des approches clés pour mieux évaluer le risque individuel. À cette fin, nous avons construit cette boucle circulatoire expérimentale qui intègre des modèles synthétiques d'aorte qu'on appelle communément fantômes. Donc voici le schéma de principe de notre banc d'essai, de notre boucle circulatoire, qui intègre différents éléments qui lui permettent d'imiter la physiologie au mieux. Avec d'abord en début de circuit une pompe centrifuge pulsatile à vitesse contrôlée, qui a été dimensionnée, conçue et fabriquée dans mon laboratoire, qui possède donc une grande expertise sur le sujet des pompes. Cette pompe permet d'imposer une courbe de pression ventriculaire gauche à l'entrée du circuit grâce à une boucle de commande programmée sur l'interface numérique LabVIEW. Ensuite, on a une valve aortique prothétique qui contribue à la forme de la courbe de pression aortique qu'on obtient à partir de cette courbe de pression ventriculaire. Ici, une chambre d'immersion qui contient des fantômes aortiques compliants interchangeables. Nous avons choisi d'inclure la bifurcation aortique pour son influence prépondérante dans la réflexion de l'onde de Poux. Et on peut intégrer plusieurs types de fantômes. Oui, elle m'a appelé, je l'ai eu au téléphone pendant 10 minutes. Ah oui? Entre deux trajets, oui. Ah oui? Ah oui, le temps que j'étais au téléphone avec Oui, tout le monde. pour ça, je suis venu te ramener le tel truc, mais tu parlais d'autre chose. C'est un micro, ouais. C'est dans le labo. Ça y est, c'est là. Merci. Donc on peut intégrer plusieurs types de fantômes dans cette cuve d'immersion, notamment des fantômes directement imprimés en 3D à partir de matériaux de résine qui possèdent des propriétés élastiques, ou bien des moulages en silicone. Dans ce cadre, on cherche à imiter les plages d'élasticité artérielle en choisissant les meilleurs matériaux possibles. Nous avons aussi pris en compte la compliance et la résistance du reste du réseau artériel au moyen de ce qu'on appelle des modèles de Wien-Kessel, c'est-à-dire de l'association de chambres de compliance air liquide, donc ces grandes colonnes, qui fonctionnent en fait comme des accumulateurs mécaniques et de vannes résistives qui peuvent être réglées de façon manuelle. Notre boucle est également équipée de débitmètres et de manomètres en amont et en aval du fantôme pour contrôler son bon fonctionnement, et d'un dispositif de corrélation d'image numérique stéréo qui est composé de 2 caméras à haute fréquence, ce qui permet de mesurer de façon tridimensionnelle les déformations de notre fantôme au cours du temps.
Enfin, on termine la boucle avec le réservoir de recueil. C'est un réservoir à ciel ouvert, donc de compliance théorique infinie, ce qui permet de modéliser le réseau veineux très capacitif. Actuellement, nous utilisons des fluides mimant le sang de type newtonien, de l'eau pour les expériences préliminaires, bientôt des mélanges au glycérol pour matcher la viscosité sanguine. Mais il sera aussi possible dans le futur d'ajouter de la gomme xanthane, qui est un additif qui est utilisé dans l'industrie alimentaire et qui permet d'obtenir un comportement réofluidifiant pour représenter au mieux le sang. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de la boucle en fonctionnement. Ça, c'est la commande de notre pompe. La pompe que vous voyez ici en noir. Ici, on a la valve. Une colonne de compliance, la cuve avec un fantôme. On voit plusieurs manomètres et débitmètres tout au long du circuit. Encore des colonnes de compliance, les vannes résistives et le réservoir en fin de circuit. Donc jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le développement de cette boucle et sur la validation de ses performances pour imiter la réalité physiologique. Ici, dans ce graphique, vous pouvez voir comment, à partir d'une courbe de pression de consigne imposée par la pompe pour imiter le ventricule gauche, nous avons pu obtenir une courbe de pression aortique, donc en orange, avec des caractéristiques clés telles que les valeurs de pression systolique et diastolique pertinentes et une incisure catacrote qui correspond à la fermeture de notre valve. Maintenant que nous avons mis au point cette boucle circulatoire, notre objectif est d'étudier des fantômes aortiques qui vont croître avec le temps après un certain nombre de cycles cardiaques dans la boucle. Il y a en fait peu d'études qui abordent les anévrismes aortiques sous un angle purement mécanique, en considérant la paroi comme un matériau inerte et soumis à des déformations cycliques. Cette approche, certainement, néglige l'influence biologique essentielle sur le comportement de la paroi et le couplage entre biologie et mécanique, mais elle contribue néanmoins à la compréhension de la physiologie des anévrismes. Nous souhaitons nous concentrer sur deux théories principales qui utilisent cette approche dans la littérature assez récente. D'abord, le concept d'instabilité fluide-structure. Donc, il s'agit d'une théorie qui étudie comment l'interaction entre le flux sanguin d'un côté et la paroi artérielle de l'autre pourrait entraîner une instabilité mécanique dans les anévrismes. C'est l'équipe de Zhao aux États-Unis en 2023 qui a proposé un modèle mécanique basé sur une analyse de stabilité linéaire qui permet de faire apparaître un nombre sans dimension qui combine des variables physiologiques comme la pression, le diamètre de l'aorte, la contrainte de cisaillement, la vitesse de l'onde de pouls, pour évaluer le risque de croissance d'un anévrisme aortique. Il s'agit de décrire l'apparition d'une instabilité pariétale, où la paroi oscille de façon incontrôlée sous l'influence des forces fluides, au-dessus d'un seuil critique de ce nombre sans dimension. L'idée, c'est que l'apparition de cette instabilité augmenterait les déformations de la paroi et donc les contraintes sur celle-ci, ce qui contribuerait à la croissance anévrismale. En fait, il s'agit de décrire un phénomène de résonance, d'emballement, un peu comme celui qui a conduit à la destruction du pont de Tacoma en 1940 sous l'effet d'oscillations croissantes provoquées par le vent. Une autre théorie intéressante, c'est celle qui se réfère à la fatigue. La fatigue, c'est l'endommagement progressif d'un matériau sous l'effet de charges cycliques répétées. Le concept de fatigue suggère que ces sollicitations cycliques induisent des modifications mécaniques et à terme la rupture du matériau. Ici, c'est l'équipe de Friesen en 2023 qui a émis l'hypothèse que cette charge cyclique exercée par le flux sanguin sur la paroi pourrait entraîner des dommages progressifs qui contribueraient à la croissance et éventuellement à la rupture anévrismale. Il propose deux indicateurs incrémentaux de charge dynamique qui permettraient de décrire la fatigue subie par un anévrisme au cours du temps et qu'il s'agirait selon eux de tester par une étude clinique chez des patients porteurs de dispositifs de mesure embarqués. Il semble toutefois qu'une validation expérimentale in vitro aurait aussi un intérêt, éventuellement à l'aide de notre boucle.
En somme, ces deux phénomènes ont été proposés comme des mécanismes clés dans l'histoire naturelle de la maladie et nous cherchons à évaluer la performance prédictive des marqueurs qui sont utilisés pour les suivre. Pour conclure, l'approche de notre équipe de recherche vise, in fine, à individualiser la prédiction du risque et à personnaliser la prise en charge de nos patients. Les outils numériques, tels que les logiciels de simulation numérique, mais aussi l'intelligence artificielle, qui est sur toutes les bouches actuellement, sont tout à fait complémentaires de cette approche expérimentale et nous travaillons en interne à mettre en œuvre cette complémentarité en développant un jumeau numérique de notre modèle. L'objectif ultime est d'engranger des outils pour mieux suivre, mieux soigner nos patients, mieux décider de leur prise en charge. Et pour cela, les outils de l'ingénierie sont d'une puissance et d'une diversité inestimables, à condition, bien sûr, de savoir les mobiliser efficacement. Je vous remercie beaucoup pour cette Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, on s'intéresse aux innovations et qu'on sait très bien qu'on est dépendant des progrès de la chirurgie. C'est pour deux raisons, c'est l'imagerie et la technologie. Et derrière tout ça, il y a des ingénieurs. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal parce que c'est des métiers qui sont très différents, mais la compréhension, vous l'avez très bien dit, la compréhension par les chirurgiens ou par les médecins de ce que font les ingénieurs ou ce que proposent les ingénieurs est absolument fondamentale. Je parle sous le contrôle de Jean. Et inversement. Voilà. Et donc, vous êtes, si j'ose dire, une perle rare et vous allez sûrement intégrer l'académie parce que on cherche des ingénieurs. On a reçu au début janvier l'équipe de Montpellier qui sensibilise les étudiants de médecine de deuxième cycle à l'appétence chirurgicale. Et en fait, ils ont mixé les étudiants en médecine avec des étudiants d'école d'ingénieurs. Ce qui est une démarche très enrichissante, parce que à la fois les ingénieurs découvrent ce que c'est que les problèmes de la médecine, et les chirurgiens parlent avec les ingénieurs avec des mots qu'ils essaient de comprendre. Alors, tu as tout à fait raison. Et je voudrais ici honorer la mémoire de deux personnes qui ont joué un rôle de pionnier il y a déjà plus de 30 ans. Le premier, c'est François Lavaste, qui était le normalien qui dirigeait le laboratoire de biomécanique de l'ENSAM et qui a été un des tout premiers à intégrer des médecins dans ses équipes de recherche. Il a notamment travaillé avec Gérard Saillant, que tout le monde connaît ici, sur le développement des prothèses discales à un moment donné. Mais pas seulement, c'était un esprit ouvert, tout à fait éclectique, notamment travaillé avec Comollet sur la décalcification des valves cardiaques. Donc c'était vraiment un esprit ouvert. Et le second, c'est Georges Alquier, du laboratoire de Jussieu d'électromagnétisme de Jussieu, avec lequel nous avons fondé le master d'ingénierie médicale de Jussieu il y a une trentaine d'années. Plus que ça même, 35 ans. À l'époque, c'était Vox clamat in deserto. Notre idée, c'était de mettre sur les mêmes bancs de fac des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, pour qu'ils puissent parler le même langage. Finalement, l'idée a prospéré. Ça a donné la liste que tu as présentée, mais qui est encore beaucoup trop petite. Et voilà. Et je dois dire que ce que tu as constaté, c'est qu'il y a finalement assez peu de médecins qui rejoignent ces équipes-là. Je pense que ta présentation devrait en fait servir de publicité à ces entreprises-là et faire quand même un constat d'échec 35 ans après, puisque ça fait 35 ans qu'on avait fondé ce master-là. On a oublié une composante essentielle du développement des dispositifs médicaux, c'est le business. C'est le business, c'est d'incorporer là-dedans des gens qui savent créer des entreprises, qui savent lever de l'argent. Et ça, c'est un élément essentiel qu'il va falloir que les médecins comprennent et développent. Jean-Claude Coffinhal.
Oui, je veux dire deux petites choses. Merci pour votre présentation. Oui, c'était à Montpellier, c'est le lire, mais on a aussi à Strasbourg des séances avec Madame Peretta, je veux dire, où il y a véritablement 15 jours ou 3 semaines d'échanges entre les internes ou les chefs de clinique et des ingénieurs des différentes écoles, dont certaines à lesquelles vous êtes diplômé. Moi, et pour le master, que je connais bien, je veux dire, quand il y avait 20 places, hein, je veux dire, donc je connais beaucoup de gens qui ont essayé de faire ce master et qui n'ont pas été sélectionnés pour pouvoir le faire. Moi, là, une petite question sur les deux modèles. Ce qui voilà, dans la pensée des chirurgiens, on voit ces modèles-là, mais on a un autre qui nous préoccupe, c'est l'artérite des membres inférieurs en aval, c'est-à-dire l'augmentation de l'impédance en dessous de, j'allais dire, de l'onde la modification de l'onde de résonance et de choc. Voilà, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce qu'il y a des modifications de la résistance d'aval sur les circuits pour pouvoir faire, pour moduler le comportement du fantôme? Alors là, on s'intéresse spécifiquement à la problématique des anévrismes de l'aorte abdominale. L'idée, c'est de faire une preuve de concept à partir de cette maladie-là et de pouvoir de pouvoir recréer le même type de boucle circulatoire pour étudier d'autres maladies artérielles. Maintenant, je pense que votre question, elle porte sur la façon dont on peut adapter la représentation de ce qui se passe en aval. C'est ça. Qui vraisemblablement a une influence sur vraisemblablement une influence sur le développement de l'anévrisme. Ça vient s'associer. Bien sûr, parce que l'onde de pression en amont va être modifiée par l'aval, par les conditions limites du flux en aval. Ça, c'est la modification des paramètres au niveau des modèles de Wink-Kessel qui nous permettent de faire ça, notamment la fermeture ou l'ouverture relative des vannes résistives. Oui, alors ce qui je comprends bien, enfin, on le voit un peu comme ça, c'est l'avantage d'un modèle mécanique, c'est de créer un modèle numérique, hein. C'est d'arriver à avoir une modélisation qui permet de faire évoluer dans tous les sens et d'avoir c'est d'alimenter en données, voilà, en tout cas, un modèle numérique. Après avoir une gamme énorme de modélisation et de représentation. Mais pour avoir un modèle numérique fiable, il faut aussi avoir une gamme énorme de données pour nourrir un tel modèle numérique. Donc effectivement, il y a une discussion entre les deux Oui, mais modèles. je pense que celui-là est fondamental. Et juste pour terminer, l'appétence, quand on s'intéresse à ce que les médecins veulent faire, il y a une nouvelle appétence, mais elle va pas vers l'ingénieur, elle va vers les data, elle va vers les algorithmes, l'intelligence artificielle et ces métiers-là, beaucoup plus que vers celui d'une représentation fondamentale comme... C'est aussi un travail d'ingénieur. C'est votre métier. C'est aussi un travail d'ingénieur, mais c'est pas, il n'y a pas d'incompatibilité. La simulation expérimentale a son intérêt propre qui est tout à fait complémentaire de la simulation numérique. Louise, compte tenu de toutes ces technologies qui avancent, l'intelligence artificielle, tout ce que peuvent faire les gens comme vous dans le monde entier, est-ce que tu as déposé un brevet pour ton système et quelles en sont les sécurités? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Il y a eu un brevet qui a été déposé il y a quelques années dans le labo d'un bioréacteur. L'idée, c'était plus d'étudier la formation de calcification, si je ne me trompe pas, au sein d'artères en flux. Peut-être que tu pourrais demander au bureau des arts et métiers de déposer un brevet en ton nom. Mais on s'est beaucoup basé sur ce premier brevet, donc je pense que... Voilà. Comment êtes-vous financé? Est-ce que les pouvoirs publics, il y a des crédits auxquels vous avez accès? Il y a eu des financements, notamment dans le cadre d'un projet Carnot entre la PHP et l'École des Arts et Métiers, et qui a donné naissance d'ailleurs à un deuxième projet Carnot. Donc effectivement, on a des financements. Donc ça, c'est important. Ce qu'a dit Fabien, c'est le rôle que pourraient jouer les industriels dans ces développements-là, à condition de les associer.
Il y a un double Vous pouvez intérêt. organiser des systèmes de royalties sur lesquels il peut éventuellement trouver un intérêt, parce qu'il faut qu'ils aient un intérêt pour entrer dans ces processus. Sinon, c'est gagnant-gagnant, sinon ça ne marche pas. Alors, le composant industriel, il est évidemment incontournable. On a la chance d'avoir dans la salle des représentants. Peut-être ce sera intéressant de les entendre à ce sujet. Oui, je pense que tu fais appel au micro. Merci. Si vous voulez bien vous présenter, qu'on ait le plaisir de vous connaître. Oui, bonjour à tous et merci Jacques pour ton invitation. Je travaille pour la société Medtronic. Je suis le responsable France pour la division de la chirurgie aortique. Et je partage complètement ce que vient de dire Louise. Il y a beaucoup d'innovations en France. Louise travaille sur ce projet-là. Il y a d'autres projets entre écoles d'ingénieurs et équipes médicales. J'en ai deux qui me viennent à l'idée tout de suite. C'est le projet entre le CHU de Saint-Étienne, le professeur Jean-Noël Bertini, qui est chirurgien vasculaire, qui était chirurgien vasculaire. Qui est venu nous présenter ses travaux ici. Oui. Et qui s'est rapproché de l'école des mines de Saint-Étienne. Et on a signé un accord de partenariat entre Medtronic et Predisearch, puisqu'aujourd'hui, dans la discipline de la chirurgie aortique, Medtronic est, je pense, le premier fabricant à intégrer de l'intelligence artificielle et des modèles de jumeaux numériques. Donc, ils ont passé le cap, je dirais, de la recherche fondamentale au côté business, puisqu'ils ont un modèle commercial qui existe. Ils ont un marquage CE. Ils auront très prochainement, j'espère, un FDA approval. Il y a aussi, on travaille sur un autre projet avec l'École polytechnique de Milan sur la simulation numérique de la crosse, avec voilà, déjà peut-être des débouchés commerciaux moins aboutis, une forme commerciale qui est un modèle commercial qui n'existe pas encore. Néanmoins, on propose et on travaille avec de nombreux services de la PHP. On offre la possibilité de faire cette simulation numérique pré-implantation simulée pour simuler l'interaction entre le dispositif médical et l'anatomie. Voilà. Merci, je crois que c'est très bien. Je profite de la présence de Jean-Pierre Rosenbaum, qui est membre de notre académie et qui développe à l'intérieur de l'académie. On a eu l'idée, grâce à Olivier Jardet, notre ancien président, précédent président, de développer les académiciens juniors, le collège, les collèges. Est-ce que tu peux dire quelques mots, parce que peut-être tu pourrais devenir dans le domaine du vasculaire, voilà, membre junior, académicienne junior, c'est très intéressant. Merci Albert Claude, justement. Alors, il y a des collèges qui se sont constitués en effet dans différentes disciplines. En ce qui me concerne, c'est le collège Tétécou. Et d'ailleurs, bon, moi je suis ophtalmologiste. Et donc, dans le collège Tétécou, donc, nous avons la neurochirurgie avec un éminent représentant ici. Nous avons Philippe Cornu, le professeur Philippe Cornu de la Pitié-Salpêtrière. Donc, pour revenir à l'ophtalmologie, donc, je dirige un rapport qui recherche l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la chirurgie de la cataracte, qui est déjà une chirurgie qui fonctionne bien. Que peut-on attendre de l'intelligence artificielle dans la chirurgie de la cataracte? Et je vous dis ça parce que nous avons intégré dans notre groupe un polytechnicien. Polytechnicien, son cursus, c'est X Normal Sup, spécialisé IA. Et donc qui vient nous apporter son expertise justement dans la réalisation de ce rapport. Et donc, alors effectivement, j'imagine qu'au milieu de ces éminents chirurgiens vasculaires, je pense que vous avez votre place. Et j'en profite pour vous poser une question. On a une pathologie qui ressemble un petit peu à l'anévrisme dans l'œil, qui est le kératocone, qui est une ectasie finalement de la cornée, et dans lequel nous avons un lien entre l'épaisseur de la cornée, qui fait habituellement 550 microns, 540 microns en moyenne, entre l'amincissement donc de cette cornée et le développement d'une ectasie. Alors, dans les paramètres que vous avez analysés, en particulier, il y a des pressions, des fréquences, etc. Est-ce que le facteur pachymétrique intervient dans le développement d'un anévrisme et faut-il l'intégrer dans vos paramètres? Alors, dans le modèle d'interaction fluide-structure que j'ai évoqué, effectivement,
entre indirectement en ligne de compte à travers la rigidité de la paroi. Puisque la rigidité est liée à l'épaisseur de la paroi et donc la sollicitation d'un paroi va se faire de façon différente si c'est une paroi très épaisse, très rigide ou bien beaucoup plus fine. Voilà, bah, c'est une occasion de remercier Louise Koskas, et de la féliciter et de vous dire que la séance est levée et que elle se poursuivra la semaine prochaine. À très vite.